Dans la vie, certaines personnes se dépassent pendant que d'autres se font dépasser. Bienvenue sur Obsession Progression, le podcast des compétiteurs qui sont obsessifs de l'amélioration. Je m'appelle Nathan Delacoste, je suis préparateur mental spécialisé dans les sports extrêmes. J'accompagne surtout des athlètes internationaux comme les skieurs et snowboarders en équipe de France. Dans ce podcast, je partage les coulisses des séances et des prises de conscience avec l'intention d'emmener votre mental au plus haut niveau en entraînant l'humain derrière la machine. Pour cette quête de performance, je vous parle à la fois mindset, cohésion de groupe, discours d'avant-match, résilience et gestion des émotions. Prenez une bonne dose d'inspiration à chaque épisode, ils sont rendus possibles par Ready to Rock. On m'a jamais appris à avoir peur d'un mec moins fort, mais on m'a toujours appris à avoir peur d'un mec plus fort. Il est 17h et j'enregistre cet épisode entre deux séances de coaching avec des athlètes de haut niveau et je viens d'échanger avec un escrimeur qui m'a sorti cette phrase. Il m'a dit « On m'a jamais appris à avoir peur d'un mec moins fort. On m'a toujours appris à pas avoir peur d'un mec plus fort. » Et donc, je fais cet épisode entre deux là. Tu vois, ça va être assez rapide pour te transmettre une idée importante qui s'est déroulée pendant la séance. En fait, on s'aperçoit qu'il démarre la séance en me disant « Ok, ce week-end, je vais à une compète. J'ai envie de gagner la compète. Et j'ai déjà peur de faire une contre-performance. » Et je lui dis « Qu'est-ce que tu veux dire par là ?» Il m'explique, il me dit « Il y a des gens que je dois battre ce week-end. Il y en a que j'ai déjà battu en compétition auparavant. Je sais contre qui je vais tomber. Et je dois pas perdre contre eux. » Et en fait, ce que je prends conscience avec ce jeune à ce moment-là, c'est qu'il a peur de perdre contre des gens qui, sur le papier, sont moins bons que lui. Il a peur de perdre des contre-performances. Il a du mal à gérer le statut de favori. Et c'est ce qu'il m'a dit d'ailleurs au début de la séance. Il me dit, voilà, je suis favori, mais j'ai pas trop confiance en moi. J'ai besoin que tu m'aides par rapport à ça. Et en fait, on avance et au fur et à mesure de la séance, on se rend compte d'une chose, c'est que lui, il aimerait avoir plus confiance en lui pour battre des athlètes qu'il juge comme moins bons. Et une des choses que j'ai eu envie de faire avec lui, c'est d'aller poser la question, mais est-ce que c'est vraiment respectueux envers eux de s'attendre à ce qu'ils soient moins bons? À quel moment est-ce que ça serait pas une contre-performance pour toi de perdre contre eux, en fait? Peut-être qu'ils ont tellement progressé, ils ont fait les efforts à l'entraînement, que maintenant pour eux c'est juste normal de te battre. Et du coup, à quoi est-ce que tu sais que si tu perdais contre quelqu'un, ça serait une contre-performance? Et là, il me dit la réponse à laquelle j'attendais. Il me dit que une contre-performance, c'est à partir du moment où si t'as battu 5 fois un mec et qu'il t'a battu qu'une fois, bah là c'est normal que tu perdes pas contre lui, sinon ce serait une contre-performance. Alors on va un peu plus loin, et je lui dis, est-ce que t'es d'accord pour dire que la pire erreur que puisse faire un compétiteur, c'est de se rendre à un match en se disant, ce match-là, il est gagné d'avance? Et jeune que j'accompagne en escrime, il me dit, ah bah oui, là, il faut surtout pas faire ça, tu vois. Et quand on se demande, c'est quoi l'état d'esprit qui amène à croire que perdre contre quelqu'un, ça serait une contre-performance? Eh ben, c'est la même base que l'état d'esprit qui dit, si je perds contre lui, ça sera une contre-performance. C'est la base qui croit que c'est déjà un match gagné d'avance. Et donc que si tu perds, c'est une contre-performance. Et tu peux voir, pour tes athlètes ou pour toi en tant qu'entraîneur, c'est quoi les moments de ta vie où tu te juges avant même que ça ait eu lieu sur une conséquence négative que pourrait avoir le résultat? Pourtant, tout ça là, ça part d'une idée, c'est que le monde est juste, les choses sont comme elles sont, et les résultats devraient être ceux qui sont prévus sur le papier. Et la réalité, c'est que le monde, il est pas comme ça. Le monde, il est pas juste. Et encore plus dans les sports que je préfère moi, les sports extrêmes, le monde, il est pas juste du tout. Il me racontait, ce jeune, que la dernière fois, il a fait une compétition, et tout le monde a dit « Oh, c'est étonnant, aujourd'hui, le numéro 1 mondial et le numéro 2 mondial sont tombés ensemble en finale après avoir traversé toutes les phases finales. » Et tout le monde disait « Ça n'arrive jamais d'habitude, on n'a jamais le numéro 1 contre le numéro 2. » Il y a des sports dans lesquels ça arrive plus souvent. Ce que je veux dire, c'est que dans des sports où tout est possible, je pense par exemple au border cross, où quand t'as un snowboarder qui part et qu'il y en a 3 autres à côté de lui, ben la chute de quelqu'un peut entraîner la chute du premier mondial, et du coup, il passera pas les phases suivantes. Alors, bien sûr, il y a des sports, peut-être comme la natation, ou en tout cas des sports à environnement stable, où les résultats sont beaucoup plus stables, où celui qui court le 100 mètres, et il a bien compris, l'escrimeur, c'est lui qui m'a donné cette analogie, celui qui court le 100 mètres en moins de 12 et celui qui court le 100 mètres en moins de 10, celui qui court en moins de 10, il va pas se faire battre par celui qui court en moins de 12. Il y a assez peu de variations. Mais il y a des sports où ça peut changer énormément, et notamment dans les sports extrêmes, en escrime, tout peut se passer. Et donc, si tout peut se passer, pourquoi je vais en compétition en me jugeant de perdre contre quelqu'un qui serait pas à la hauteur? Pourquoi je me juge si j'affronte quelqu'un de plus faible et qu'avant même que le match ait eu lieu, ça me met déjà dans un état où je me sens sous pression, où je crée ce truc à l'intérieur de ma tête, ce jugement, cette signification, cette non-autorisation à perdre. Et c'est là que je reviens sur ma phrase de début de podcast, on en est arrivé un peu plus loin, à ce moment où il m'a dit « Ah, tu sais, je me rends compte que quand j'étais jeune, on m'a toujours appris à pas avoir peur d'un mec plus fort. On m'a dit, lui,
Il mange, il dort et il va aux toilettes comme toi tous les jours, donc tu peux le battre. Et c'est marrant parce que ce jeune escrimeur que j'accompagne, il me raconte que les matchs où il est le plus dangereux, les matchs où il tire le mieux, c'est comme ça qu'on dit pour les gens qui font de l'escrime, ce sont les matchs dans lesquels il est comme en dessous, les matchs où il affronte des gens qui sont déjà en équipe de France, des matchs où il affronte des gens qui sont déjà champions du monde, qui ont déjà un niveau plus élevé. Et à ce moment-là, il a pas peur. Il a pas peur quand il a pas ce statut de favori, justement. Alors, pourquoi est-ce qu'il aurait peur d'un mec moins fort? Eh bien, probablement parce qu'on lui a appris à pas avoir peur des mecs plus forts. On lui a dit, mais lui, si tu perds, c'est normal. Si tu le bats, alors là, c'est incroyable. Par contre, on lui a appris à avoir peur des mecs moins forts. On lui a dit, et il s'est dit, si tu perds contre lui, là, ça craint. Ça, t'es pas à la hauteur. Et tu sais quoi? Ce problème de statut, de résultats déjà prédéfinis, eh ben, c'est un problème qui vit aussi à propos, pas juste de qui est en face, mais du stade de la compétition auquel il est. Il me dit, si je tire en tour de 64, ça, c'est nul. Si je tire en tour de 16, c'est bien, ça veut dire que j'ai déjà fait une bonne compétition. Par contre, si je suis en phase de 32, là, ça c'est entre les deux, c'est ni bien ni mal, je sais pas trop. Et il est capable de me dire comment ça influence ses performances selon le tour auquel il est. Ça influence surtout son état interne. En 64, il se dit, je peux surtout pas perdre maintenant. Et du coup, il joue de façon crispée. Il prend peu de plaisir. Il n'ose pas prendre comme des risques. Il est sur la défensive. Ça se traduit vraiment dans son escrime, dans la manière dont il tient son épée. Et c'est particulièrement intéressant de voir ces athlètes qui se racontent des histoires à propos de est-ce que c'est bien ou mal de perdre? Est-ce que j'ai le droit de perdre à cet endroit-là ou pas? Est-ce que je m'y autorise ou pas? Qu'est-ce que ça signifiera de moi si je rate ici? Et alors, il y a eu ce moment qui l'a décoincé dans la séance, c'était assez drôle. Il me dit « Ah oui, mais je me rends compte qu'en fait, je suis pas tout seul à penser ça. » Oui, parce que si on fait une pause à ce stade de l'épisode, tu te rends compte d'une chose, c'est que celui qui a le statut de favori, il a peur de perdre son statut de favori. Il a peur de pas être à la hauteur. Mais t'as aussi celui qui est en dessous, qui a peur de se faire écraser. Par exemple, je me souviendrai toujours, il y a cette judokate que j'avais accompagnée, qui était à haut niveau en fait, et qui pourtant, à 19 ans, la veille d'une compétition, quand elle savait contre qui elle allait tomber le lendemain, elle était déjà capable de se mettre à pleurer, d'être hyper triste et anxieuse la veille de la compétition, parce qu'elle savait contre qui elle allait tomber. Elle disait « Ah non, contre elle, j'ai déjà perdu 3 fois auparavant, je vais me faire battre tout de suite. » Et du coup, elle jouait le match dans sa tête avant qu'il ait lieu, et elle était déjà dans cet état de grande anxiété, beaucoup de tristesse. Donc, ce qu'on peut voir, c'est qu'il y a 2 types de personnes. Il y a les favoris qui ont peur de pas être à la hauteur de leur statut de favori, et puis il y a ceux qui sont en dessous, qui ont peur de se faire écraser. Et après, à ce moment-là, je dis, si tout le monde a peur, qui va gagner, hein? Et il me répond, c'est celui qui a le moins peur de l'autre, en fait. Et il me raconte ce moment où son maître d'armes, c'est comme ça qu'on appelle le coach en escrime, est venu le voir avant qu'il joue contre un escrimeur de la catégorie d'en dessous. Il est venu le voir un jour, et il lui a dit, là, dans un instant, tu vas tomber contre lui. J'ai été lui parler, et il se chie dessus de tomber contre toi. Il a vraiment peur de te prendre. Il a vraiment peur de tirer contre toi. Et à ce moment-là, il y a eu comme ce déclic pour lui dans la séance, dans lequel il a compris qu'en fait, quand lui, il rentre sur la piste avec ce statut de favori et qu'il a peur de pas être à la hauteur, c'est possible que l'adversaire en face, lui aussi, ait peur. Et quand on est être humain et qu'on se rend compte qu'on n'est pas seul à avoir un problème, que les autres en ont aussi, ça aide un peu à se sentir mieux, ça libère des choses, et il est reparti avec cette idée qu'en fait, il veut pas juste apprendre à pas avoir peur des mecs plus forts que lui, il veut aussi apprendre à pas avoir peur des mecs moins forts que lui. Et une des idées qui l'a aidé, c'est de se dire, en fait, c'est de l'escrime. Tout peut se passer à tout moment. C'est pour ça qu'on aime ce sport. Et ce gars qui est en face de moi, c'est un bonhomme, des cuisses, une épée, et il peut me battre. Tout est possible. Donc ce que j'ai à faire, en fait, c'est pas de maintenir mon statut, c'est d'aller jouer un match dans lequel tout est possible. Et il m'a dit ça avec ses mots, avec beaucoup de conviction, et quand je lui dis, mais comment tu te sens par rapport à la compétition qui arrive ce week-end? J'ai pu observer comme ce changement dans comment il se sentait, le regard qu'il portait sur ce week-end, et au début de la séance, il m'a dit, j'ai de l'appréhension, j'ai peur de pas être à la hauteur ce week-end. Et là, il avait plus ça. Et ce que je veux te dire, c'est que quand les athlètes se sentent pas bien, qu'ils ont peur, des fois on est tenté de les faire méditer, visualiser ou respirer. Ce que je crois aujourd'hui avec mes années d'expérience comme coach mental, c'est que le plus souvent, c'est un problème de comment ils perçoivent le monde. Le plus souvent, c'est un problème d'état d'esprit. Le plus souvent, c'est un problème de croyance à propos de ce qui est, de ce qui n'est pas. Le plus souvent, c'est un problème de qu'est-ce qu'ils jugent chez eux en fonction du résultat qu'ils vont obtenir ou pas. Et du coup, j'ai envie de te demander, pour terminer ce podcast, qu'est-ce que tu juges chez toi quand t'as peur de pas y arriver? Et aussi, si t'es coach, tu peux pourquoi pas réécouter ce podcast une fois, noter les questions que j'ai posées à ce jeune
Et si ton équipe joue un match ce week-end dans lequel elle est favorite, pose-leur les questions, va les challenger sur leur perception du monde, leur perception de ça sera quoi une victoire, ça sera quoi une défaite, ça sera quoi une contre-performance. Et si tu arrives à faire ça avec eux, les choses changent. J'ai accompagné beaucoup d'entraîneurs qui disaient mais Nathan, je comprends pas quand on est favori, ça se passe pas comme on veut sur le terrain. Et d'ailleurs, je pense que même à haut niveau, c'est quelque chose quand on voit les équipes en Ligue 1 qui se font éliminer tôt dans les phases de Coupe de France par des équipes qui jouent 5 divisions en dessous, en CFA2, etc. Je pense que ça pose vraiment cette question de comment on gère le statut de favori. Et si tu veux aller encore plus loin, il y a quelqu'un qui a vécu ça, que tu peux retrouver sur ma chaîne YouTube. Il s'appelle Pierre Voltier, il est double champion olympique de snowboard cross. J'ai fait une interview avec lui pendant 1 heure. Il suffit de taper Pierre Voltier sur la chaîne YouTube Nathan Delacoste. Et en fait, ce qui est super intéressant avec lui, c'est qu'auparavant, il avait déjà été 2 fois aux Jeux Olympiques en étant le favori, et 2 fois, il avait craqué. Il n'avait pas du tout été à la hauteur de ses attentes, il n'arrivait pas à gérer ce statut de favori, et heureusement, entre guillemets, une blessure au ligament croisé antérieur l'a sauvé, dans le sens où il a participé à la compète, et je te révèle pas toute l'histoire, parce qu'en fait, les pépites sont dit dans l'interview, mais ce qui s'est passé pour lui, c'est que, comme d'un coup, il a cru que c'était normal de pas gagner, ça l'a libéré de ce statut de favori. Et il donne plein de pépites par rapport à ça dans l'interview, que je t'invite à aller voir si tu veux aller voir plus loin. En attendant, n'hésite pas à laisser comme une note 5 étoiles à ce podcast, pour que d'autres gens le découvrent si ça t'a été utile, et je te dis à la prochaine. Ciao. On dit souvent que le mental, c'est 70% de la performance à haut niveau. Pourtant, rares sont ceux qui l'entraînent au moins de 10% du temps. En écoutant jusqu'ici, t'as donné à la dimension mentale un peu plus de la place qu'elle mérite chaque semaine. Bien joué. Ma mission audacieuse, c'est d'aider le monde du sport à se transformer en profondeur, et je veux faire en sorte que plus aucun coach ne passe à côté de la psychologie de ses athlètes. C'est pour accomplir ça que je crée une tonne de vidéos sur YouTube et des épisodes comme celui que tu viens d'écouter. Alors, je vais pas te demander d'inscrire de force tes amis au podcast, et en même temps, si tu peux en parler à quelqu'un qui va l'adorer, quelqu'un à qui ça serait utile, ta recommandation, elle signifie beaucoup pour moi. Si chaque auditeur en parle juste à 2 autres, l'année prochaine, on sera des milliers de fois plus nombreux avec l'obsession progression. Salut!